Un bâtiment explose violemment, projetant des débris dans tous les sens. Non loin de là, un lézard attrape une petite créature avec sa langue. Un jeune homme court à perdre haleine, criant qu'il va mourir, poursuivi par plusieurs silhouettes monstrueuses. Le jeune homme hurle de terreur et tente une attaque désespérée en glissant sur son poursuivant. L'homme à la veste rouge remarque avec surprise que la créature sait effectivement tendre des embuscades. Le jeune homme, désespéré et paniqué, se demande s'il va vraiment mourir à peine arrivé dans ce monde. Soudain, il aperçoit de la fumée qui s'élève au loin. Il distingue un village humain et un espoir renaît, persuadé qu'y arriver pourrait le sauver. Il accélère le pas, déterminé à échapper aux monstres qui le poursuivent. Soudain, son pied heurte une pierre et il trébuche. Le jeune homme hurle de frustration en tombant lourdement au sol, dans une chute incontrôlable. Il s'écrase au sol dans un bruit sourd et douloureux. Une créature monstrueuse, la gueule grande ouverte, s'approche de lui en rugissant férocement. Paniqué, le jeune homme crie, jurant de ne plus jamais se téléporter imprudemment. Un coup de feu retentit, propulsant une balle vers la créature. La balle l'atteint, provoquant une explosion massive qui projette le jeune homme et le monstre en arrière. La balle frappe la créature à la tête, provoquant une violente explosion. Malgré le choc, la créature se relève rapidement et saisit le jeune homme, le plaquant contre un mur. Le jeune homme se débat désespérément, le visage déformé par la peur tandis que la créature resserre son emprise. Le jeune homme, plaqué contre le mur par la créature, crie sous le choc, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Soudain, un coup de feu retentit. Une rafale de coups de feu retentit, touchant plusieurs créatures monstrueuses qui chargent vers le jeune homme. Les balles atteignent les créatures à la tête, les faisant s'effondrer sur le coup. Le jeune homme reste plaqué contre le mur, sous le choc de ce sauvetage inattendu. Le jeune homme, toujours immobilisé par la créature monstrueuse, demande, incrédule, s'il est sauvé. Une femme, debout à proximité, armée d'un gros fusil, l'interpelle sèchement, « Combien de temps vas-tu encore serrer cette chose dans tes bras ?» Le jeune homme, toujours immobilisé, réagit avec surprise. Soudain, la créature s'accroche à lui avec affection, ce qui le fait s'exclamer « Waouh !» et la créature dessine un cœur, signe d'une tendresse inattendue. Le jeune homme, l'air perplexe, murmure, point d'interrogation. Il crie « Ne me touchez pas !» tandis que la créature s'accroche à lui. Il se tourne alors vers la femme armée et dit « Merci ». La femme braque son arme sur le jeune homme et lui ordonne de ne pas bouger et de décliner son identité. Nerveux, le jeune homme obéit, se présentant comme Chenion et tentant de détendre l'atmosphère en expliquant la signification de son nom. La femme ordonne à Chenion de ne pas bouger et exige qu'il décline son identité. Chenion, un peu nerveux, s'exécute, se présente et tente de détendre l'atmosphère en expliquant la signification de son nom. La femme lui demande alors pourquoi il est apparu soudainement près de leur campement. Chenion répond maladroitement qu'il s'est simplement perdu, espérant qu'elle le croira. La femme, cependant, l'accuse de mentir, affirmant l'avoir clairement entendu parler de transmigration. Chenion craint intérieurement que s'il lui dit la vérité, elle le prenne pour un fou. Nerveux, il lève les mains, sans bouger. La femme plisse les yeux et l'avertit que son silence est un signe de mort. Alors qu'elle braque son arme, elle perçoit soudain une odeur agréable et s'arrête, humant l'air. Elle exige alors de savoir ce que Chenion a dans sa poche. Chenion lève lentement la main, révélant un sac en bandoulière et quelque chose d'invisible dans sa poche. Il en sort un paquet de lanières épicées. Il explique qu'il s'apprêtait à les manger lorsqu'il est tombé sur les zombies et qu'il a donc dû fourrer le paquet dans sa poche à la hâte. La femme, son arme toujours pointée, lui demande s'il appelle sérieusement ces lanières épicées de la nourriture. Chenion confirme et lui en offre avec un sourire. La femme examine le paquet, remarquant sa couleur étrange et craignant qu'il ne soit empoisonné. Malgré ses doutes, l'odeur alléchante et la faim, n'ayant pas mangé depuis 2 jours, la font hésiter. La femme arrache les lanières épicées des mains de Chenion, en poussant un cri de frustration. Malgré ses doutes quant à la salubrité des aliments, la faim l'emporte. Elle décide de manger d'abord et de s'inquiéter des conséquences plus tard. La femme, toujours prudente, commence à manger les lanières épicées malgré ses appréhensions. Tandis qu'elle mâche, son expression change subtilement, révélant un mélange de surprise et de réflexion. Le visage de la femme s'illumine lorsqu'elle déclare les lanières épicées délicieuses, louant l'arôme de farine et de graisse mêlée aux épices. Chonjion serre le poing avec un sourire, affirmant que dans ce désert post-apocalyptique, personne ne peut refuser de la nourriture. Xion se remémore son passé,
révélant qu'il était autrefois un employé de bureau ordinaire. Il y a quelques jours, il a été brutalement licencié, perdant ainsi sa source de revenus. Chunon se souvient du jour où il a été renvoyé de son emploi. Il portait un carton contenant ses affaires hors de l'immeuble, sous le choc et incertain de son avenir. De retour chez lui, il s'assoit par terre et ouvre prudemment le carton, songeant à la brutalité avec laquelle sa vie a basculé. Après avoir perdu son emploi, Chunon a trouvé par hasard une étrange bague dans une boîte de snacks qu'il avait achetée en ligne. Curieux, il a glissé la bague à son doigt. La femme ordonne à Chunon de décliner son identité sans bouger. Soudain, la réalité se distord autour de Chunon et il se retrouve accroupi au sol, confus et désorienté. En relevant la tête, il aperçoit un gros rat menaçant aux yeux rouges luisants qui s'approche de lui. Les yeux de Chonjiang s'écarquillent de stupeur lorsqu'il aperçoit un squelette à proximité. Incrédule, il s'exclame, « Un cadavre ? C'est un énorme rat. Où suis-je » La femme ordonne à Chonjiang de décliner son identité sans bouger. Un cri strident et perçant retentit. L'énorme rat se jette sur lui, la gueule grande ouverte, révélant des dents acérées et des yeux rouges luisants. Chonjiang, bouleversé et en larmes, crie désespérément à quelqu'un de rentrer immédiatement. Tout de suite. Soudain, une puissante énergie tourbillonnante l'enveloppe, s'intensifiant autour de son corps alors qu'il est assis par terre, pris au piège de cette force étrange. Submergé par cette énergie, Chonjiang se retrouve soudainement dans son appartement et s'effondre au sol, sous le choc. Désorienté, il se demande s'il est revenu à sa réalité d'origine. Il se retourne brusquement, essayant de comprendre ce qui se passe autour de lui. Chonjiang réalise alors que la mystérieuse bague qu'il a trouvée lui permet de voyager librement entre la réalité et l'apocalypse. Bien qu'il n'en comprenne pas la raison, il reconnaît l'existence de cet étrange pouvoir. Se remémorant son expérience de spectateur de bandes dessinées animées, il commence à comprendre ce qui se passe. Chunon doit faire face à l'ordre de la femme de décliner son nom sans bouger. Son esprit s'emballe à mesure que la situation s'intensifie. Il comprend que la nourriture est une monnaie précieuse dans ce monde post-apocalyptique, une ressource inestimable dotée d'un pouvoir immense. Fort de cette compréhension, il décide que s'il utilise à bon escient le pouvoir mystérieux de l'anneau à voyager entre les réalités, il pourra survivre et peut-être même prospérer dans ce nouveau monde impitoyable. La femme ordonne à nouveau à Chunon de ne pas bouger et de décliner son identité. Chunon s'imagine alors entouré de richesse et d'admiration, et se dit qu'il peut atteindre le sommet de sa vie, tandis que des rires résonnent autour de lui. De retour dans le monde apocalyptique, la femme porte la main à sa bouche, surprise, visiblement troublée ou embarrassée. Alors que Chunon se tient devant elle, portant un grand sac, la femme lui ordonne de nouveau, « Ne bouge pas, dit ton nom. » Elle pointe un fusil sur lui avec détermination. Puis, nerveuse, elle avoue, « J'ai tout fini. » Tenant un paquet, Chunon répond avec compréhension tandis qu'elle s'excuse, « Je suis désolé. C'était tout simplement trop bon, je n'ai pas pu résister. » Il la rassure. « Tout va bien. » Chunon explique que son organisation ne manque pas de nourriture, mais de nombreuses autres fournitures, raison pour laquelle il a été envoyé faire du commerce. La femme, surprise, se demande s'il existe vraiment une organisation au monde qui ne manque pas de nourriture. Chunon fait remarquer qu'elle a sous les yeux quelqu'un de cette organisation. La femme baisse son fusil et demande à Chunon si elle peut l'embaucher, affirmant bien connaître la région. Elle propose de l'aider à trouver ce qu'il souhaite obtenir en échange de nourriture, lui offrant une commission de seulement 15 paquets par mois des lanières épicées qu'il lui a données. Chunon réfléchit à l'offre, mais admet ne rien savoir d'elle. Elle lui demande ce qu'il veut savoir et il exige son nom. Elle répond avec assurance, le. Chunon interroge l'élu, commençant par son sexe. Elle répond sèchement, lui disant qu'il peut le constater par lui-même. Ensuite, Chunon s'enquiert de son âge, et l'élu répond qu'elle a 19 ans. Chunon conteste son âge, faisant remarquer qu'elle paraît trop bien nourrie pour une rescapée de l'apocalypse. Le reste silencieuse tandis que Chunon poursuit son interrogatoire. Chunon s'éclaircit la gorge, prêt à continuer. Chunon décide d'embaucher l'élu et lui propose un salaire mensuel de 15 paquets de lanières épicées. Vu sa taille, l'élu réagit avec enthousiasme et gratitude, le remerciant chaleureusement en acceptant l'offre. Chunon lui demande alors si elle a déjà envisagé de le tuer pour lui voler la nourriture. Le répond avec assurance qu'elle n'est pas stupide et qu'elle peut faire la différence entre un repas complet et une vie entière de repas complets. Chunon baisse son arme et conduit l'élu jusqu'à leur campement. Elle annonce leur arrivée au district des Déragris,
mais l'élu est choqué par le spectacle. Il trouve le camp pire qu'un bidonville. Malgré les conditions difficiles, le décide de tirer le meilleur parti de la situation et se résout à fouiller les environs à la recherche d'objets de valeur, puisqu'il est déjà sur place. Chunon reste aux aguets à ses côtés, prêt à toute éventualité. Alors qu'il s'enfonce dans le camp, deux silhouettes prudentes émergent de l'ombre, visiblement tendues et prêtes à en découdre. Chunon baisse légèrement son arme, mais reste vigilante. Elle dit à l'eux de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'en tant qu'étranger, il est normal que tout le monde se méfie de lui. Chunon invite-le chez elle, lui offrant un endroit pour se reposer. L'élu, se sentant un peu plus à l'aise, se dit qu'il est finalement impatient de passer la nuit chez une jolie fille. Chunon ouvre la porte de sa chambre, révélant un espace spartiate et délabré. L'élu, surpris par le décor dépouillé et délabré, commente la modestie de son mode de vie. Chunon l'invite à s'asseoir, et l'élu accepte avec hésitation. Chunon lui dit de ne pas mépriser le district des Déragris simplement parce que c'est un petit camp. Elle insiste sur le fait que, malgré sa taille, le camp a tout ce dont il a besoin. Elle lui tend ensuite une tasse, soulignant que l'endroit est plus riche en ressources qu'il n'y paraît. Chunon propose d'échanger de la nourriture contre tout ce que l'élu désire, promettant de le trouver s'il se trouve au camp. L'élu, légèrement décontenancé, lui demande si elle sait ce que sont l'or et l'argent. Chunon l'interroge sur les raisons de son intérêt pour l'or et l'argent, les qualifiant de déchets. L'élu, incrédule, remarque que ces déchets valent 800 pièces d'or le gramme chez lui. Chunon explique que l'or et l'argent étaient précieux avant le grand cataclysme, mais qu'ils ne servent plus à rien. Elle souligne qu'on ne peut pas manger d'or et que, dans leur monde actuel, seul le troc compte. Elle illustre son propos en montrant des objets comme l'eau, la nourriture, les armes et les outils comme véritables monnaies d'échange. L'élu suggère alors que leur premier accord vise à instaurer la confiance en vue de futurs échanges plutôt qu'à se concentrer sur la valeur immédiate de ce qu'ils échangent. Il fouille alors dans son sac et commence à l'ouvrir, révélant quelque chose à l'intérieur. L'élu dévoile le contenu de son sac, en sortant divers encas emballés et des boissons en canettes. Chunon réagit avec enthousiasme. Impressionné par cette abondance inattendue, l'élu propose un marché à Chunon. Si l'échange est fructueux, elle recevra 10% de la nourriture contenue dans son sac en guise de commission, en plus de ses honoraires. Chunon, surprise, répète 10%. Tout en examinant le sac, l'élu insiste, échanger de la nourriture précieuse contre de l'or sans valeur représente une perte considérable. Il dit à Chunon de faire ce qu'il lui demande. Il explique ensuite qu'il laissera la marchandise avec elle et attendra son retour. Déterminé, Chunon promet de ne pas décevoir l'élu. Elle serre le poing, résolue, et relève le défi. Puis, elle assemble soigneusement son fusil, se préparant à toute éventualité. Chunon assure l'élu qu'elle reviendra au plus vite et s'en va, fusil à la main. Seul, l'élu repense aux encas qu'il a apportés, se rappelant qu'ils lui ont coûté ses 100 derniers dollars, et espère que l'échange sera conclu. Allongé sur le lit, l'élu est frustré par l'absence de connexion Internet et de réseau. Il s'ennuie à mourir. En observant la pièce, il remarque quelque chose au mur et comprend qu'il s'agit d'un journal. Le s'assoit sur le lit et fixe les coupures de journaux punaisés au mur. Il lit à voix haute la date imprimée sur l'une d'elles. En 2235, le se remémore les événements catastrophiques qui ont façonné le monde actuel. Des bombes nucléaires ont explosé lors du cataclysme, provoquant une destruction généralisée. Il réfléchit aux conséquences, notamment à la pollution génétique qui a altéré les êtres vivants. L'élu se souvient de l'apparition des épidémies de zombies, un autre épisode de ces événements cataclysmiques qui ont remodelé le monde. Une heure plus tard, assis au milieu de coupures de journaux éparpillés, il réalise qu'il se trouve sur Terre, 200 ans dans le futur. L'élu comprend alors que le cataclysme dont il parlait était en réalité une guerre nucléaire. Il songe à la façon dont des dizaines de milliers de bombes nucléaires ont anéanti la moitié de la population humaine. L'élu comprend que cette guerre nucléaire a non seulement dévasté l'humanité, mais a aussi bouleversé l'écosystème planétaire, transformant la planète en ce désert qu'elle est aujourd'hui. Il comprend qu'il n'a pas voyagé dans l'espace, mais dans le temps. Chunon revient, annonçant avec assurance « Je suis de retour ». Elle porte son fusil et un grand sac, signe que sa mission est accomplie. Chunon jette son sac à terre avec force. Elle explique qu'il y a très peu d'or ou d'argent dans le camp et que le peu qui existe est pour la plupart inutile, si bien que personne ne se donne la peine d'en ramasser. Le écoute en silence, assimilant les informations.
son expression se transforme ensuite en un flot d'émerveillement à la vue de quelque chose d'incroyablement brillant. Fou de joie, il admire avec allégresse un tas d'or, déclarant que si les terres désolées ne l'avaient pas créé, l'éternité ne serait qu'une longue nuit. Shunon songe à cette idée, mais hésite, remarquant qu'il ne connaît rien de cette femme. Elle explique que la nourriture qu'elle a prise est bien plus précieuse que l'or et l'argent, qu'elle a échangé contre un sérum d'amélioration de niveau 1 pour lui. Elle l'assure que, même s'il s'agit du sérum de niveau 1, le plus bas, sa pureté est très élevée et il peut être injecté directement sans aucun risque. La femme lui présente le sérum d'amélioration de niveau 1 qu'elle a obtenu, insistant sur sa grande pureté et son innocuité pour une injection directe. Elle souligne que Shunon est manifestement une personne ordinaire, et non un humain amélioré. La femme explique à Shunon qu'avec ce sérum de niveau 1, se débarrasser de quelques zombies de bas niveau ne posera aucun problème. Elle l'avertit que le danger est partout et que la chance ne le protégera pas éternellement. Xiong tousse nerveusement et affirme que son organisation est très puissante, donc voyager est généralement sûr. La seule difficulté réside dans les échanges commerciaux. Il remercie la femme malgré tout. Puis il commence à ouvrir sa veste. Shunon annonce que la première transaction s'est très bien déroulée et qu'il rentre pour le moment. Il dit à la femme qu'il reviendra demain pour régler son salaire mensuel. Shunon lui dit nonchalamment au revoir et s'en va. La femme le regarde partir, se disant que voyager seul à travers le désert sans rencontrer le moindre danger signifie qu'il doit cacher bien des secrets. Elle se dit que, dans ce désert, tout le monde a des secrets. Elle commence alors à manger la nourriture qu'elle a obtenue, visiblement ravie. Elle sourit, satisfaite tant que Shunon peut continuer à la nourrir, et elle vante les mérites de la nourriture. Shunon arrive devant un bâtiment en ruine, se disant que l'endroit devrait être sûr puisqu'il n'y a personne aux alentours. Il pose alors la main contre le mur, provoquant l'apparition d'une distorsion scintillante, comme un bug. La zone autour de lui est enveloppée d'une cascade radieuse aux allures numériques lorsqu'il active un pouvoir ou une capacité. Shunon active son pouvoir, provoquant une cascade scintillante aux allures numériques qui enveloppe la zone autour de lui. Confiant, il s'apprête à ouvrir son sac, disant qu'il va y jeter un coup d'œil rapide. Lorsqu'il ouvre la fermeture éclair du sac, une lumière vive et éclatante s'en échappe. Shunon rit en fouillant dans son sac, ravi d'y trouver encore de l'or. Il brandit triomphalement un lingot, se confirmant qu'il ne rêve pas. Un large sourire illumine son visage. Persuadé que s'il trouve une bijouterie pour l'échanger contre de l'argent, il deviendra riche, il s'imagine déjà au sommet de la gloire. Entouré de luxe et de richesse, Shunon reconnaît que si les lingots pourraient le rendre riche, il doit faire attention à ne pas en échanger trop d'un coup pour ne pas éveiller les soupçons. Il sait qu'il est impossible d'expliquer la provenance de cet or. Cachant l'or et une mystérieuse fiole lumineuse sous un canapé, il reste prudent quant à la révélation de sa fortune soudaine. Xiong, assis en tailleur dans une pièce silencieuse, contemple avec soulagement les lingots d'or empilés à côté de lui et la fiole lumineuse posée au sol. Il tend la main et ramasse délicatement la fiole, examinant sa mystérieuse spirale bleue à l'intérieur. Shunon hésite, se demandant s'il doit utiliser le sérum d'amélioration. Il reconnaît que l'élu avait raison. Son corps est trop faible pour l'apocalypse et il est même incapable de vaincre un zombie ordinaire. Shunon décide que, pour survivre, il doit d'abord se renforcer. Cependant, il est frustré lorsqu'il réalise que le sérum de renforcement est dépourvu de mode d'emploi, ce qui rend son utilisation difficile. Il déplore que les créateurs se soucient si peu de l'expérience utilisateur. Malgré l'absence d'instructions, Shunon décide d'utiliser le sérum. Déterminé, il ouvre fermement le flacon et s'injecte le liquide bleu fluorescent dans le bras. Alors que le sérum pénètre dans son corps, une énergie bleue se répand dans ses veines, signalant le début de la transformation. Après l'injection du sérum d'amélioration, Shunon attend avec impatience. Mais au bout d'un moment, il ne remarque aucun changement. Il baisse les yeux sur son bras et admet qu'il semble n'y avoir aucune différence. Soudain, le cœur de Chanian se brise violemment, une douleur intense le traversant. Malgré l'agonie, il serre le poing avec une telle force qu'il brise un tuyau métallique en deux. Chanian endure la douleur intense tandis que son cœur se brise violemment, se tenant la poitrine avec une expression tendue. Du sang gicle autour de lui alors qu'il s'effondre à genoux, frappant désespérément le sol. L'agonie le submerge, mais il reste déterminé malgré la transformation brutale qui se déroule en lui. Xiong hurle de douleur alors que la douleur s'intensifie, se tenant la poitrine et s'effondrant au sol. Il crie que la douleur est insupportable. Il a l'impression que chaque muscle de son corps est déchiré.
Le supplice s'intensifie. Une énergie rouge tourbillonnante l'enveloppant tandis que son corps subit une violente transformation. Chenion hurle de douleur tandis que son corps se métamorphose. Sa peau se déchire et des pointes jaillissent de sa chair. La douleur s'intensifie et il s'effondre au sol, se tordant de souffrance. Au milieu du chaos, sa main s'abat soudainement sur une table, signalant un changement dans son état. Chenion, désormais torse nu et visiblement musclé, s'appuie sur une chaise, tremblant et respirant bruyamment. Il se demande si l'intense transformation est enfin terminée. Reprenant son souffle, il observe ses mains et son corps. Shin-Yong fixe son reflet avec incrédulité, se demandant si le corps musclé devant lui est vraiment le sien. Il contracte ses muscles et admire leur définition, remarquant qu'il rivalise avec le physique d'Arnold Schwarzenegger. Shin-Yong contracte ses muscles nouvellement améliorés, émerveillé par sa transformation. Il remarque que ses cheveux sont restés inchangés, sans mèches rebelles ni coiffures extravagantes, malgré la puissante technologie apocalyptique du sérum. Il se souvient que l'élu avait mentionné que ce sérum n'était que le plus basique des traitements d'amélioration. Shin-Yong se demande si un sérum de niveau supérieur pourrait le rendre aussi fort que One Punch Man. On demande à Shin-Yong d'ouvrir la porte et il répond qu'il arrive. La porte s'ouvre sur Shuya, une actrice de seconde zone et colocataire de Shin-Yong, qui s'excuse d'avoir oublié ses clés. Shin-Yong ouvre la porte et salue Shuya, lui disant de ne pas s'énerver puisqu'ils sont colocataires. Shuya rougit légèrement, surprise par son apparence musclée. Shuya, torse nu et tendu, se tourne vers elle et lui demande ce qui ne va pas. La femme, toujours rouge de confusion, lève maladroitement les mains, visiblement décontenancée. Elle rougit en touchant le torse musclé de Shuya, commentant sa carrure impressionnante. Elle révèle ensuite qu'elle a raté son audition et qu'elle est venue chercher du réconfort auprès de lui. Shuya, surpris et troublé par cette confession, panique et s'écrie « Et non !» avant d'expliquer rapidement qu'il avait simplement oublié de s'habiller. La femme, surprise, s'exclame « Attendez, quoi ?» Shuya s'éloigne précipitamment, la laissant derrière lui. Il craint qu'elle ne le prenne pour un pervers. Se débarrassant de ce malaise, il se reconcentre sur sa tâche urgente, vendre les lingots d'or. Shuya arpente les rues de la ville, se sentant étonnamment léger, comme si un poids énorme s'était envolé. Son regard s'assombrit de détermination. Devant lui, une voiture déboule à toute vitesse, signe de l'urgence de la situation. Shuya aperçoit un panneau au loin et le fixe intensément. Il réalise qu'il peut lire clairement le texte à des centaines de mètres, confirmant ainsi sa vision améliorée. Le panneau annonce une réduction de 12% sur tous les fruits et légumes frais pour le week-end, avec des horaires spéciaux jusqu'à 21h. Shuya surprend une conversation entre deux femmes qui chuchotent que la femme du vieux aurait une liaison. Il comprend alors que son oui s'est également amélioré. Confiant, il admet que le sérum d'amélioration a considérablement décuplé ses capacités physiques. Shuya constate que malgré une guerre nucléaire, la technologie des terres désolées reste en avance de 200 ans sur leur époque actuelle, ce qui justifie d'explorer davantage sa véritable valeur. Il décide de vendre les lingots d'or dans une bijouterie indépendante, l'Ines Gold Shop, car les grandes chaînes pourraient refuser de l'or d'origine inconnue. Shuya arrive chez l'Ines Gold Shop avec un sourire confiant. À l'intérieur, une femme l'accueille chaleureusement. Il demande si le patron est là, précisant qu'il a une affaire à discuter. La femme lui répond qu'il peut simplement lui dire ce dont il a besoin. Shuya pose un sac sur la table et en sort plusieurs lingots d'or. La femme est stupéfaite par la quantité d'or. Shuya sourit en coin et lui dit que ce n'est pas de son ressort. Shuya sourit avec assurance et demande « Alors, qu'en dites-vous » La femme en blazer blanc répond fermement « Veuillez me suivre ». Dans la salle de réunion de l'Ines Gold Shop, Lintao, le propriétaire, se présente et demande à Shuya comment il doit l'appeler. Lintao se présente à son tour et demande comment Shuya doit être appelé. Shuya répond que son nom de famille est Shin. Linta sourit chaleureusement et dit être ravi de faire sa connaissance. Il invite ensuite Shuya à s'asseoir. Shuya pose fermement les lingots d'or sur la table. Linta confirme, vous avez dit vouloir vendre ces lingots. Shuya confirme que les lingots lui appartiennent bien. Linta prend l'un des lingots et explique qu'en raison de l'importance de la transaction, il doit utiliser un équipement pour vérifier leur pureté. Il demande à Shuya si cela le dérange. Shuya dit à Linta de procéder au test de pureté sans hésiter. Il explique que l'or et l'argent n'ont aucune valeur réelle dans ce monde post-apocalyptique, et que personne ne perdrait donc son temps à les contrefaire. Linta hoche la tête, comprenant la confiance de Shuya.
Il utilise un appareil pour tester la pureté des lingots d'or, qui affiche 99,99%. Surpris, il confirme que tous les lingots sont bien en or massif 24 carats. Shin interroge l'Intao sur les résultats du test. L'INTA confirme que la qualité est excellente et propose un prix de 4 cents yuan le gramme. Soudain, Shin brise un verre dans sa main, provoquant un bruit sec. Il calcule qu'à 400 yuan le gramme, chaque lingot pesant 1000 grammes, les 3 lingots représentent 1,2 million de yuan. Il sourit avec assurance, insistant sur le montant total de 1,2 million. Shin insiste sur la nécessité d'un reçu officiel pour la transaction. L'INTA admet ne pas en avoir, mais assure Shin que la source est parfaitement fiable et qu'il n'y aura aucun problème. Shin reste sceptique, avertissant que l'acceptation d'une telle quantité de marchandises en une seule fois représente un risque énorme pour lui. Shan interpelle l'Intao en fracassant un verre brisé sur la table, signifiant ainsi son sérieux. Il déclare préférer la franchise et vouloir éviter toute négociation. Shin exige que l'INTA annonce clairement son prix, insistant sur le fait que si l'offre est acceptable, ils pourront conclure la transaction, sinon elle n'ira pas plus loin. L'INTA réplique en brisant le lingot d'or que Shen tenait à la main, suggérant de considérer cela comme une occasion de devenir amis. Shen accepte de perdre de l'argent et fixe le prix à 280 yuan le gramme, soit un total de 840 000 yuan. L'INTA, enthousiaste, approuve l'offre. Shin reçoit alors une notification confirmant le virement bancaire de 840 000 yuan sur son compte. L'INTA confirme la réception de l'argent et se dit ravi de faire affaire avec Shin. Il propose de poursuivre leur collaboration si Shin a d'autres marchandises à vendre. Shin répond qu'il va y réfléchir, et il se serre la main, scellant ainsi l'accord. Shin repense à la transaction récente, constatant que 3 lingots d'or ont été échangés contre plus de 800 000 yuan. Il imagine le profit potentiel s'il vend tous les lingots d'or qu'il a dans son sac à dos. Shin célèbre sa nouvelle richesse, s'exclamant qu'il est enfin riche. La scène se déplace ensuite dans le complexe résidentiel de Chunyan. Chez Chunyan, Zhao Dandong, employé de bureau et colocataire de Chunyan, lui demande où est son téléphone. Quelqu'un répond que le téléphone est sur la table basse. Elle tend la main et le décroche. Zhao Dandong prend son téléphone sur la table basse et sort. Chunyan la remarque et l'interpelle, lui demandant où elle va si vite. Il lui demande de l'aider à ouvrir la porte. Une femme à proximité explique que Zhao Dandong vient de rentrer, mais que son patron l'a rappelé pour des heures supplémentaires. Chunyan commente le mauvais timing, expliquant qu'il a reçu de l'argent aujourd'hui et qu'il comptait les inviter tous les deux à dîner. Il dit à Xiaoya qu'elle doit manger sa part. Xiaoya sourit avec assurance et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle prévient Chunyan de ne pas tenter quoi que ce soit en son absence. Chunyan rit et nie être ce genre de personne. Zhao Dandong rit et souhaite à Shin de bien s'amuser avant qu'elle ne parte pour ses heures supplémentaires. Plus tard, Shin demande à Xiaoya où ils dîneront ce soir. Il suggère le Ling Grand Hotel. Xiaoya, surprise, fait remarquer qu'il s'agit d'un hôtel 5 étoiles. Shin la rassure en lui disant qu'il est sérieux. Il lui donne rendez-vous ce soir, tout en pointant le ciel d'un geste assuré. Plus tard, seul dans sa chambre, Shin s'effondre, accablé par le poids de ses récentes décisions et l'incertitude de l'avenir. Il décide de se dépêcher d'échanger tous les lingots d'or qu'il possède. Il conclut une nouvelle transaction, serrant la main d'un homme qui lui dit « C'était un plaisir de faire affaire avec vous ». Plus tard, une femme d'un certain âge le salue chaleureusement « Prenez soin de vous, monsieur Shen ». Alors qu'elle lui serre la main pour une autre transaction de lingots, Shin termine une nouvelle opération et une femme le salue chaleureusement en lui disant « Nous espérons vous revoir bientôt ». Plus tard, Shin consulte son téléphone et constate que son solde bancaire a atteint 4 millions de yuan, ce qui le fait rougir d'excitation. Triomphant, il lève les bras et s'exclame « 4 millions ! Vive l'apocalypse !» Son enthousiasme est interrompu par la sonnerie soudaine de son téléphone. Surpris, il décroche. Guangji Shin répond gaiement et salue Guangji d'un ton enjoué, « Salut, mon pote. Tu m'appelles comme ça, sans prévenir? Tu m'as manqué ?» Pendant ce temps, Guangji, concentré sur son ordinateur, tape frénétiquement sur son clavier. Il demande à Yangzi pourquoi il ne lui a pas parlé de son licenciement et s'il a encore de quoi payer son loyer. Il lui propose de lui prêter un peu d'argent. De son côté, Shin, seul dans une rue calme au coucher du soleil, l'air incertain, le téléphone à l'oreille, rit et assure à Guangji qu'il n'est pas à court d'argent pour le moment. Soudain, son expression change, il demande qui a dit à Guangji qu'il avait perdu son emploi.
Surpris par la rapidité avec laquelle la nouvelle se répand, Guangji hésite avant de faire une confidence inattendue. Il prend sa tablette graphique, signe qu'il a continué à travailler malgré la situation. On demande à Yang pourquoi lui et Feng Jia ont rompu, malgré l'affection qu'elle lui portait. Il explique que la mère de Feng Jia souhaite la marier à un homme capable d'acheter une maison dans la capitale impériale, ce qui était impossible compte tenu de la situation financière de sa famille. Yang exprime sa frustration, affirmant que cette situation ne fait que renforcer son désir de rester célibataire. Il se demande alors à voix haute comment Feng Jia est au courant de ses problèmes, puisqu'il ne l'a pas contacté depuis leur rupture. Yang apprend que Zhang Jinglong a tout raconté à Feng Jia, car le petit-fils gâté a toujours eu un faible pour elle. Il découvre également que Zhang Jinglong a racheté des parts de son ancienne entreprise et a orchestré son licenciement par pure vengeance. Fou de rage, Yang déclare au téléphone qu'il comprend enfin la situation. Son interlocuteur l'exhorte à garder son calme et à ne rien faire d'imprudent. Yang refuse catégoriquement toute idée d'imprudence, se demandant s'il est vraiment capable d'une telle chose. L'homme au téléphone répond par un sourire, annonçant qu'il raccroche. Yang met fin à l'appel d'un simple « au revoir », tandis que le soleil se couche derrière lui. Il serre les poings de colère, marmonnant que Zhang Jinglong est vraiment un sacré personnage. La nuit tombant, Yang réalise qu'il se fait tard et qu'il doit se dépêcher de rentrer à l'hôtel. Il se hâte dans la rue déserte, sous le soleil couchant. Déterminé à arriver à destination avant la nuit, Yang parvient à l'entrée de l'hôtel au crépuscule. À l'intérieur, il se demande avec anxiété où est Shuya, car elle avait dit qu'elle était presque arrivée. Alors que Yang attend devant l'hôtel, une élégante voiture noire s'arrête brusquement devant lui. La portière s'ouvre, laissant apparaître une femme perchée sur des talons hauts. Elle l'appelle « Shenian ». La femme sort de la voiture et s'excuse de l'avoir fait attendre. Deux hommes à proximité, subjugués par sa beauté, se demandent si elle est une célébrité, visiblement impressionnée par son allure. Sous le ciel étoilé, la femme demande à Yang pourquoi il la fixe ainsi. Gêné, il avoue que malgré 3 mois de colocation, il n'avait jamais réalisé à quel point elle était belle. Shunon explique à Yang que, puisqu'il l'invite dans un endroit aussi chic, elle ne pouvait pas le laisser perdre la face et lui demande si elle a l'air à la hauteur. Yang, décontenancé, la voit soudain lui saisir le bras et insister pour qu'ils y aillent, le laissant perplexe et lui demandant ce qu'elle fait. Shenian explique à Yang que lui prendre le bras est simplement une question de politesse et lui demande pourquoi il est si nerveux. Plus tard, ils s'installent ensemble dans un restaurant haut de gamme offrant une vue imprenable sur la ville. Un serveur leur apporte le menu et Shunon demande poliment à Yang de la prévenir lorsqu'il sera prêt à commander. Shenian sourit en parcourant le menu, visiblement ravi de l'atmosphère élégante. Yang, en revanche, est choqué par les prix et se dit que c'est beaucoup trop cher. Il commande un exemplaire de chacun des 3 plats signatures, ainsi que 2 crabes géants. Shunion, stupéfaite, lui fait remarquer que les 2 crabes coûtent à eux seuls 1000 yuan et lui demande pourquoi il a fait un choix aussi onéreux. Yang, rougissant, la rassure en lui disant qu'il a maintenant beaucoup d'argent et qu'il peut bien s'offrir quelques crabes. Shunon réprimande Yang pour ses habitudes alimentaires, notamment ses commandes de repas à prix réduit, et le met en garde contre toute attitude prétentieuse. Yang explique que sa ville natale a été replacée en zone urbaine et qu'il a reçu une indemnité. Yang rit nerveusement tandis que Shunon déclare sur un ton badin que voler les riches pour aider les pauvres ne lui cause aucun remords. Après le repas, Yang propose d'aller dîner et Shunon accepte, tenant toujours son bras tandis qu'ils quittent le restaurant ensemble. Shunon confie à Yang qu'elle n'a plus faim. Soudain, Zhang Jinglong apparaît et exige de savoir ce que Shunon fait là. Il confronte Shenian et Yang, demandant des explications sur la présence de Shunon. Yang reconnaît Zhang Jinglong et est surpris par son apparition soudaine. Zhang Jinglong remarque la coïncidence de croiser Yang dans une si grande ville, juste au moment où il sortait dîner. Il se moque de Yang, le jugeant indigne d'un tel luxe. Yang réplique en demandant si la famille de John est propriétaire du Légion Grand Hôtel et s'il compte l'expulser lui aussi. Shunon reste silencieuse à côté de Yang, le visage grave. Zhang Jinglong raille Yang en disant qu'il semble avoir compris pourquoi il a été renvoyé. Shunon s'avance et demande à Zhang qui est l'ami de Yang. Zhang Jinglong dévisage Shunon et s'exclame qu'elle est absolument sublime. Il réalise que Yang est en rendez-vous et y voit l'occasion rêvée de le démasquer. L'homme prévient que Shunon dépense probablement toutes ses économies pour maintenir une façade de luxe. Il l'avertit que Shunon utilisera cette image pour les tromper et les escroquer.
Chunian s'emporte, demandant à l'homme s'il croit vraiment que tout le monde est aussi méprisable que lui. L'homme et la femme échangent un regard amusé, l'homme demandant sarcastiquement si Chunian lui rappelle cela par pure bonté d'âme. L'homme se présente comme Zhang Jinglong et insiste sur le fait qu'il ne supporte pas de voir de belles femmes se faire berner. Il change alors de sujet, mentionnant que son entreprise recherche actuellement un ambassadeur de marque et lui demandant si la femme serait intéressée. Il lui présente sa carte de visite avec assurance et charme. La femme désigne la carte de visite de Zhang Jinglong, confirmant ainsi son identité. Zhang Jinglong jette la carte avec arrogance, déclarant qu'il n'est pas intéressé. L'homme insiste sur l'excellence des avantages et de la rémunération offerts aux ambassadeurs de leur marque et exhorte la femme à reconsidérer sa décision. Elle refuse catégoriquement l'offre, affirmant être la petite amie de Chunian et ne pas apprécier qu'on la calomnie. L'homme accuse le président de mener l'entreprise à la faillite tôt ou tard. Chunian, fou de rage, crie qu'elle doit être aveugle pour le choisir. L'homme, furieux, maudit Chunian et jure de se venger. Une femme s'approche de lui en l'appelant par son nom. Il s'agit de l'ex-petite amie de Feng Jishongjiang. Elle lui demande calmement s'il peut la raccompagner. Zhang Jinglong exhorte Feng Jia à ne pas se presser et l'invite à prendre un verre au bar, mais elle refuse catégoriquement, affirmant que cela ne l'intéresse pas. Surpris, Zhang Jinglong la voit se détourner et lui dire qu'elle lui transférera l'argent du dîner. Une voiture noire s'arrête et un homme interpelle une femme nommée Judas. Elle s'approche du véhicule, mais celui-ci frotte soudainement son flanc contre quelque chose. L'homme crie à nouveau son nom avec insistance tandis que la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Chunian, exaspéré, serre les poings et déclare que tout le monde se prend pour un grand monsieur. Plus tard, sous un ciel étoilé, Xia et une autre femme marchent ensemble. Xiaoya remarque que le type de tout à l'heure était très agaçant, tandis que la femme, pensive, lui répond sous le ciel étoilé. Xiaoya répète à la femme que le type de tout à l'heure était très agaçant. La femme répond pensivement. Xiaoya admet alors que sa rencontre fortuite avec Zhang Jinglong lui a permis de comprendre quelque chose. La femme lui demande de quoi il s'agit. Xiaoya révèle qu'après avoir soudainement gagné de l'argent, il se demandait dans quel secteur faire carrière. Il déclare ensuite avoir pris sa décision. Xiaoya annonce son intention de créer une société de jeux vidéo et d'écraser Zhang Jinglong. La femme à ses côtés le met en garde, créer une entreprise est très risqué. Elle l'exhorte à bien réfléchir avant d'agir sur un coup de tête. Xiaoya, confiant, lui dit de ne pas s'inquiéter et de se contenter d'observer. La scène se déplace vers le complexe résidentiel de Shenyang, sous le ciel étoilé. Chunian songe à l'idée d'échanger des objets contre de l'or dans ce désert. Il reconnaît que, même si tout se passe bien au début, sa fortune grandissante attirera inévitablement l'attention, voire des enquêtes. Chunian décide que, pour protéger son patrimoine, il doit légitimer ses revenus en créant une entreprise légale. Soudain, on frappe à la porte. Quelqu'un à l'intérieur ramasse une pagaie en bois. Chunian se dit qu'outre les diverses ressources, le plus grand atout de ce monde désolé réside dans sa technologie. Il se souvient des paroles de Lélus, remarquant que seulement 10 ans se sont écoulés depuis le grand cataclysme, une grande partie du savoir technologique devrait donc être encore intacte. Chunian se dit qu'en cherchant bien, il trouvera certainement de nombreux experts dans divers domaines. Il réalise qu'avec les salaires mensuels pratiqués dans ce monde post-apocalyptique pour seulement 15 paquets de chips épicés, il peut embaucher ses experts. Le recrutement est un succès, il serre la main de l'un d'eux. Shaya soumet une demande d'enregistrement par téléphone et apprend qu'il recevra un SMS une fois approuvé. Xiaoya remercie son interlocuteur. Il se dit que, l'enregistrement de l'entreprise étant désormais géré par une agence, il ne lui reste plus qu'à s'occuper des employés. Xiaoya comprend qu'il doit rapidement acheter de la nourriture avant de repartir pour les terres désolées. En faisant ses courses, il décide qu'il vaut mieux éviter d'emporter des encas, car les terres désolées se situent 2 siècles dans le futur. Xiaoya examine un paquet de chips et se dit que si quelqu'un d'attentif remarque la date de production, cela pourrait poser problème. Il renonce à acheter des encas pour éviter tout souci. Tandis qu'il parcourt le magasin, le bruit d'un chariot qui roule résonne doucement. Xiaoya pousse son chariot vide vers la caisse où une femme en tablier l'accueille avec un sourire chaleureux et lui demande ce qu'il souhaite acheter. Xiaoya lui demande de peser 22,7 kg de porc. La femme, stupéfaite, s'exclame devant la quantité. Xiaoya décide que 25 kg de porc suffisent et choisit de n'en apporter que cela. Il ajoute ensuite 9 kg de pommes de terre, de maïs et de choux napa à sa charrette. Arrivé chez Shenyang,
il peine à franchir le seuil avec un lourd carton. Il finit par le déposer avec un bruit sourd sur le sol. Bien que les cartons lui paraissent légers grâce à sa musculature améliorée, Chiawaya trouve le transport de ces charges pénible. Il reconnaît que gérer de petites quantités est gérable, mais qu'une fois l'entreprise établie, approvisionner des dizaines, voire des centaines de personnes en nourriture sera un véritable défi. Chiawaya remarque soudain une lueur émanant d'une bague à son doigt. La lumière s'intensifie, projetant une vive clarté dans la pièce. Surpris, il recule tandis que les cartons devant lui se mettent à scintiller de la même lumière dorée. Soudain, la lumière dorée de la bague de Chiawaya explose, faisant disparaître les cartons dans un éclair. Sous le choc, Chiawaya exige des explications. Il examine la bague lumineuse à son doigt, comprenant qu'elle pourrait être liée à cet événement mystérieux. Chiawaya ferme les yeux, tentant de se calmer tandis que des gouttes de sueur perlent sur son front. La bague continue d'émettre une lumière intense, et les boîtes qui avaient disparu réapparaissent, entourées d'une aura scintillante, presque numérique. Elle semble contenue dans un champ de force translucide en forme de cube, composé de lumière et d'énergie. Chiawaya comprend que le pouvoir réside véritablement dans l'anneau. Déterminé, il ordonne « Invoquez-les ». Chiawaya ordonne au champ de force lumineux contenant les boîtes de les invoquer. La lumière s'intensifie tandis que les boîtes se mettent en mouvement, puis s'élancent soudainement, propulsées par l'énergie de l'anneau. Chiawaya les observe traverser la pièce à toute vitesse vers lui. Il serre le poing et ordonne fermement « Rangez-les ». Les boîtes obéissent instantanément, disparaissant dans le champ de puissance de l'anneau. Chiawaya comprend alors que l'anneau est un dispositif de stockage spatial, confirmant qu'il permet non seulement de voyager dans les terres désolées, mais aussi de stocker des objets dans un espace séparé. Il affiche un large sourire, émerveillé par le pouvoir de l'anneau. Puis, dans un geste espiègle, il lui envoie un baiser. Chiawaya loue l'anneau, déclarant son service absolument impeccable. Confiant, il lève la main et annonce « Terre désolée, me voilà ». Alors qu'il active le pouvoir de l'anneau pour se téléporter, Chiawaya est enveloppé d'une cascade éblouissante de lumière et d'énergie. Le paysage se brouille tandis qu'il est transporté. Lorsque la lumière se dissipe, Chiawaya se retrouve dans un nouvel environnement. Le sol sous ses pieds est recouvert de feuilles mortes, signe qu'il est arrivé dans les terres désolées. Chiawaya teste le pouvoir de l'anneau en faisant tomber une boîte au sol dans un bruit sourd. Il se promet de ne révéler ce pouvoir à personne pour le moment. Pour éviter les soupçons, il décide de continuer à transporter les objets à la main. Lorsqu'il rend visite à l'élu, Chiawaya ouvre prudemment un paquet scellé, découvrant à l'intérieur une petite pilule rougeoyante. Il la touche du doigt, et elle émet une lumière vive et éclatante. La femme savoure le goût de la pilule rougeoyante, fermant les yeux de plaisir tandis qu'elle se lèche le doigt. Puis, elle exprime discrètement son désir d'un autre sachet de pilule, joignant les mains dans un geste d'espoir. Elle insiste sur le fait que les aliments non périssables parfaitement scellés sont une ressource précieuse. Elle explique qu'en rationnant le sachet, elle pourrait survivre plus d'une semaine dans une situation désespérée. Soudain, une femme crie « Non, attendez !» Elle craint qu'échanger de la nourriture précieuse contre un tas d'or inutile ne vaille à Chunian une réprimande de son organisation. Elle l'avertit qu'une organisation disposant de réserves alimentaires aussi abondantes ne manquerait jamais de membres et que si Chunian gaspille de la nourriture précieuse, il y aura des conséquences. Elle implore une dernière chance, mais la scène change et montre un homme attaché à une chaise, visiblement souffrant. La femme, maintenant assise par terre, le visage défait, se lamente, il ne reviendra certainement pas et, au final, tout cela n'était qu'un beau rêve. Chaya peine à transporter une autre pile de cartons dans un entrepôt faiblement éclairé. Il appelle à l'aide, implorant qu'on se dépêche de déplacer cette lourde charge, tandis que Chiawaya peine à porter les cartons. Soudain, une femme se précipite vers lui en criant « Patron !». Elle percute la pile qu'il transporte, provoquant un fracas assourdissant, les cartons se renversent et leur contenu se répand partout. Soulagée, la femme s'exclame que Chiawaya est vraiment venu et trouve cela merveilleux. Les larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle avoue avoir cru qu'il lui avait menti la veille. Chiawaya, allongé au sol, rougit tandis que la femme aux cheveux roux et au visage bandé se penche sur lui. « Pourquoi vous mentirais-je » demande-t-il. Elle éclate en sanglots, l'accusant d'avoir rapporté la veille un sac d'or inutile. Elle explique que la valeur d'un sérum d'amélioration de niveau 1 ne saurait se comparer à celle d'un sac à dos rempli de nourriture, et l'avertit que son organisation le punira sans aucun doute pour avoir gaspillé de précieuses ressources. Chiawaya rassure la femme, lui disant de se calmer car il occupe un poste très important au sein de son organisation.
Il explique qu'un simple sac de nourriture est insignifiant à ses yeux et qu'il l'a échangé contre de l'or car celui-ci est plus utile. Il insiste sur le fait qu'il n'a subi aucune perte lors de cet échange. La femme, toujours en larmes, acquiesce silencieusement. Chiawaya lui ordonne de ramasser rapidement les objets éparpillés au sol. Alors qu'il commence à rassembler le contenu renversé, Chiawaya remarque qu'un objet a roulé hors de la boîte. La femme brandit un gros chou, surprise de la distance parcourue. Les yeux de la femme s'écarquillent de stupeur tandis qu'elle tient le chou, s'exclamant « Mon Dieu, ce sont des légumes !» Elle est abasourdie de réaliser que l'organisation de Chiawaya est capable de cultiver des légumes. Chiawaya, tenant un chou entre ses mains, s'interroge sur la nécessité d'une telle quantité. La femme aux cheveux roux explique qu'après le grand cataclysme, le sol a été complètement contaminé, rendant toute culture impossible. Chiawaya remarque les larmes de la femme devant le chou et lui demande d'arrêter. Il lui offre les choux, disant que ce n'est pas grave si elle les aime autant. Surprise et rougissante, elle lui demande s'il les lui offre vraiment. La femme, encore en larmes, serre le chou contre elle. Elle insiste sur le fait que ces légumes sont trop précieux pour être acceptés. Incapable d'en estimer la valeur, elle refuse l'offre de Chiawaya, soulignant leur importance. La femme refuse fermement l'offre de Chiawaya, disant que même s'il est gentil de lui offrir des aliments aussi rares, elle n'acceptera que le paiement qu'elle a gagné depuis qu'il l'a embauchée. Chiawaya est déconcertée, se demandant si elle vient de jouer la carte de la gentillesse. Chiawaya dit à la femme qu'il a reconsidéré son paiement, disant que ces aliments la rassasieront mieux que des lanières épicées. Il lui offre d'autres provisions et l'assure que si elle a besoin de quoi que ce soit d'autre, elle peut le lui faire savoir. Chiawaya avertit la femme que, même s'il lui offre davantage de provisions, la qualité de son service doit rester irréprochable. La femme, déterminée, promet de faire de son mieux pour le satisfaire. Chiawaya précise que leur relation est pour l'instant strictement celle d'employeur à employé, et demande à la femme d'agir comme sa secrétaire personnelle et de répondre à ses questions. Elle répond calmement qu'elle comprend. Chiawaya révèle qu'il a apporté de la viande et des légumes car il souhaite de l'aide pour recruter davantage de personnel. La femme lui demande s'il a des exigences particulières pour les nouvelles recrues. Chiawaya déclare que ces dernières doivent être extrêmement loyales et posséder des compétences spécifiques. La femme suggère d'aller à Grera Town, la ville voisine d'Eragri, qui compte environ 10 000 survivants et où l'on pourrait trouver toutes les compétences nécessaires. Chiawaya s'enquiert du lien entre le district d'Eragri et Grera Town. La femme aux cheveux roux commence à expliquer, voilà comment ça se passe. Elle explique que Grera Town est situé au centre, entouré de 12 hameaux plus petits. Ces hameaux sont nommés par ordre alphabétique, de A à L. Tous les 12 dépendent de Grera Town pour leur survie. Dès qu'ils ont besoin de se procurer des ressources rares, ils s'y rendent. Chiawaya demande s'il y a beaucoup de programmeurs informatiques à Grera Town, et plus précisément des développeurs de jeux vidéo. La femme aux cheveux roux, surprise, répète « des ordinateurs, quoi ?» Elle demande à Chiawaya s'il fait référence à ces machines primitives d'un autre temps, et lui montre l'image d'un vieil ordinateur. Chiawaya admet qu'ils sont un peu anciens et se demande si cela signifie que les personnes possédant ces compétences sont difficiles à trouver. La femme admet ne pas être certaine de la disponibilité des programmeurs, car avant le grand cataclysme, les intelligences artificielles étaient déjà utilisées. Elle se souvient alors que leur camp disposait d'un directeur technique d'avant le cataclysme, expert en la matière. Elle propose avec enthousiasme d'emmener Chiawaya le rencontrer afin qu'il puisse se renseigner sur les intelligences artificielles et les programmeurs. Chiawaya proteste, insistant sur le fait qu'il peut y aller seul, mais elle l'entraîne malgré tout. Chiawaya et la femme aux cheveux roux arrivent chez le directeur technique. En traversant le campement, Chiawaya demande s'ils ferment leur porte à clé. La femme explique que tous les habitants sont extrêmement pauvres et qu'il n'y a donc rien de valeur à voler. Elle souligne que l'unité est essentielle à la survie dans ce désert. Elle ajoute que quiconque est surpris à voler ou à perturber cette unité est banni de tous les campements. Chiawaya et la femme aux cheveux roux arrivent devant un bâtiment délabré. Elle lui annonce qu'ils sont arrivés à destination et que le directeur technique se trouve à l'intérieur. Une silhouette sombre, armée d'une hache, psalmodie avec ferveur à propos de la viande, répétant « de la viande, de la bonne viande ». La scène se teinte d'un rouge menaçant, puis un violent impact retentit, projetant du sang et intensifiant l'atmosphère lugubre. Chiawaya, surpris, entend la femme appeler à l'aide son oncle Wei. À l'intérieur, l'oncle Wei, surnommé le scientifique, apparaît, une hache ensanglantée à la main, annonçant qu'il a attrapé un spécimen impressionnant. Il déclare qu'une fois la bête dépecée,
il lui donnera les 2 pattes arrière. La femme aux cheveux roux s'exclame avec enthousiasme, ça a l'air délicieux. Shaya, perplexe, demande de quoi il parle. Il réalise alors que la créature n'est qu'un rat géant. La femme aux cheveux roux le confirme avec excitation. Shaya se demande ensuite si le rat est une créature mutante. Elle explique qu'à part les zombies, ces rats géants sont les mutants les plus courants. Adultes, ils atteignent environ un demi-mètre de long et constituent la principale source de viande pour le village. Elle présente ensuite le compagnon de Chiawaya à l'oncle Wei, expliquant que Shunon cherche du personnel et que la rémunération est très généreuse. L'oncle Wei écoute en silence, puis se demande quel genre de salaire généreux un jeune garçon comme Chiawaya peut bien offrir. Se demandant s'il ne s'agit pas d'un escroc, Chiawaya explique qu'il a besoin de talents techniques spécialisés dans les intelligences artificielles. Il propose un salaire généreux, 13,6 kg de riz et de farine, plus 4,5 kg de viande fraîche chaque mois, à condition que les exigences soient respectées. Oncle Wei, stupéfait, se demande si Chiawaya est sérieux lorsqu'il propose du riz et de la farine comme paiement. Chiawaya le rassure, ajoutant qu'il peut même payer d'avance si cela peut apaiser ses inquiétudes. Oncle Wei insiste pour savoir si Chiawaya est sérieux dans son offre généreuse. La femme aux cheveux roux le rassure, promettant qu'une fois l'accord du patron obtenu, elle pourra lui apporter la viande. Oncle Wei affirme avec assurance être la personne la plus calée en intelligence artificielle du district des Chiawaya précise aussitôt que sa demande n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Shaya demande à Oncle Wei s'il connaît les ordinateurs, et plus précisément les anciens ordinateurs personnels. Il explique qu'en réalité, il a besoin de quelqu'un qui comprenne cette technologie primitive.